Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet stratégique et aussi complexe, la gestion et le pilotage de la masse salariale qui est au cœur de la performance économique des PME et des ETI. Je suis ravi de vous accueillir au nom d'NG Audit et de CapiWeb, qui sont deux structures qui conjuguent leur expertise en audit, en conseil et en outils décisionnels pour accompagner les entreprises dans leur transformation financière, RH et digitale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment comprendre et structurer les composantes de la masse salariale, intégrer les charges de personnel directes dans le calcul de la marge sur coût variable, et surtout mettre en place des outils concrets de pilotage prévisionnel adaptés à vos niveaux d'activité. Notre conviction est claire, dans un contexte économique très incertain, la maîtrise de la masse salariale ne peut se limiter à une simple approche comptable, et c'est véritablement un levier de performance, de résilience, mais aussi d'agilité, à condition, effectivement, de pouvoir la structurer, la piloter, avec méthode et rigueur. Donc ce webinaire a été conçu comme un temps très opérationnel, pédagogique, mais aussi concret, avec une démonstration en fin de session de notre solution CapiWeb qui permet un pilotage RH, financier et de direction intégré, dynamique et surtout automatisé. Alors, je suis Alpha Nyang, fondateur de NG Audit et dirigeant de la société CapiWeb. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes et j'accompagne les PME et les ETI dans leurs projets de développement, de croissance, dans toutes les phases de vie de ces sociétés. Bonjour, je suis Michel Oval, directeur technique chez CapiWeb. Bonjour à tous, je suis Delphine Brunet, consultante RH chez NG Audit, spécialisée dans l'accompagnement RH des PME et des ETI. J'accompagne depuis plusieurs années les directions financières et RH dans l'optimisation de leur processus RH et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet aussi stratégique que sensible, le pilotage de la masse salariale. Alors, je vous ai parlé de NG Audit. Alors, NG Audit, c'est un cabinet d'audit et de conseil dédié aux PME ETI qui existe maintenant depuis presque 2 ans. Nous disposons de 4 bureaux répartis dans un grand quart est de la France, entre Lille, Paris, Nancy et Strasbourg. Nous sommes 18 et nous proposons 4 expertises en matière d'audit légal, de commissariat aux comptes, d'audit contractuel, d'accompagnement à l'acquisition, à la cession et toute autre opération des entreprises. Nous proposons aussi des missions de conseil stratégique et du conseil opérationnel. CapiWeb est un outil de reporting, c'est un outil de business intelligence qui s'appuie sur la technologie Microsoft et qui permet aux entreprises de pouvoir obtenir des reportings justes dans le cadre de leur pilotage et dans le suivi de la performance de leur société sous plusieurs scopes et périmètres. Ça peut être sur des sujets commerciaux, ça peut être sur des sujets RH, ça peut être sur des sujets comptables et financiers. En tout cas, l'objectif de la plateforme CapiWeb est de pouvoir vous proposer des indicateurs en temps réel, sécurisés, rapides et fiables. Alors, comprendre sa masse salariale, que recouvre-t-elle réellement? Le brut, les cotisations, les primes, l'intéressement. C'est un agrégat complexe qui va refléter à la fois la politique RH de votre organisation, la structure organisationnelle et les choix stratégiques de votre entreprise. Donc, la masse salariale, ça représente au final le total des rémunérations brutes versées par une entreprise à ses employés. Donc, elle inclut le salaire de base, les primes, les bonus, les heures supplémentaires, les avantages en nature et les cotisations sociales et patronales. Concernant le salaire de base, tu peux passer à la slide suivante, Alpha. Le salaire de base, ça constitue en fait la rémunération fixe versée à un salarié en contrepartie de son travail selon les termes de son contrat. Donc, elle va être déterminée par la convention collective, par le niveau de qualification, par l'ancienneté, par le poste occupé. C'est versé mensuellement.
et indépendamment des performances ou des résultats. Et ça va être finalement la base de calcul de nombreuses autres composantes, les primes, les heures supplémentaires, les cotisations sociales. Finalement, c'est le socle de la rémunération, à la fois garant de la stabilité financière pour le salarié et de prévisibilité pour l'entreprise. Les primes et les bonus, ce sont des rémunérations variables qui viennent s'ajouter au salaire de base. Elles peuvent être individuelles, elles vont être alors liées à la performance personnelle, aux objectifs atteints et à l'ancienneté. Collectives, et dans ce cas-là, elles sont plutôt basées sur les résultats d'une équipe, d'un service ou de l'entreprise, et exceptionnelles, les primes de fin d'année, les primes de vacances. Ça va être pour vous des leviers puissants de motivation, mais ça doit être bien cadré pour éviter les effets pervers, des déséquilibres, des inégalités ou encore une démotivation des collaborateurs si elles sont mal perçues. Les heures supplémentaires, donc ce sont les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail en France, donc 35 heures pour un temps plein. Ça implique généralement une majoration salariale, donc soit 25, soit 50% selon le volume. Un impact direct sur la masse salariale si elles sont fréquentes ou mal anticipées. Une gestion fine est nécessaire pour éviter les dérives budgétaires ou les risques sociaux, donc épuisement, conflit. Donc elles doivent être intégrées dans les prévisions RH et budgétaires, notamment dans les secteurs à forte saisonnalité ou à activité fluctuante. Les avantages en nature. Là, ce sont des éléments de rémunération non monétaires qui sont mis à disposition du salarié par l'employeur. Elles peuvent inclure les véhicules de fonction, les logements de fonction, les titres restaurants, le matériel informatique ou téléphonie à usage personnel. Les avantages donc, sont soumis à cotisation sociale, ils doivent être valorisés pour être comptabilisés et peuvent représenter un atout d'attractivité pour votre politique RH. Les cotisations sociales et patronales, donc ce sont les contributions obligatoires qui vont être versées par l'employeur aux organismes sociaux. Elles couvrent la sécurité sociale, donc les maladies, maternité, invalidité, décès, l'assurance chômage, la retraite complémentaire, la formation professionnelle et les accidents du travail. Donc ça représente en moyenne 25 à 42% du salaire brut, selon le statut du salarié et le secteur d'activité. Donc c'est une part importante de votre masse salariale et ça doit vraiment être intégré dans toutes les simulations ou dans toutes les projections budgétaires que vous faites. Pourquoi il faut piloter sa masse salariale? Pourquoi c'est important? La masse salariale, ça représente souvent le plus gros investissement financier d'une organisation et ça va impacter directement sa rentabilité et sa compétitivité. Donc piloter sa masse salariale, c'est essentiel pour toute organisation car ça représente à la fois un centre de coût majeur et un levier stratégique de performance. Les raisons clés, donc maîtriser les coûts et préserver la rentabilité. La masse salariale donc, peut représenter jusqu'à 70% des charges d'exploitation dans certains secteurs. Une dérive non anticipée, ça peut clairement impacter votre résultat net. Et le pilotage va permettre d'ajuster les effectifs et les rémunérations aux réalités économiques. Une entreprise industrielle qui va anticiper une baisse d'activité peut par exemple adapter ses effectifs ou recourir à l'intérim plutôt que de subir une surcharge salariale. Aligner ses ressources humaines sur la stratégie de l'entreprise. Donc, le pilotage va permettre de projeter les besoins en effectifs en fonction des objectifs de croissance, de transformation ou de réduction des coûts. Ça va faciliter les arbitrages, par exemple, entre le recrutement, la mobilité interne, la sous-traitance ou l'automatisation. Si vous mettez en place un plan de transformation digitale, il va être crucial d'anticiper les compétences à renforcer ou à faire évoluer. Anticiper et sécuriser les décisions grâce à des simulations budgétaires. On vous présentera ensuite avec Alpha et Michel des exemples. L'entreprise peut tester différents scénarios, des hausses de salaire, des départs, des embauches, les NAO. Ça va permettre de réduire les risques qui sont liés à des décisions RH ou financières qui seraient éventuellement mal calibrées. Et enfin, renforcer la collaboration RH, finance, direction.
Le pilotage de la masse salariale, ça va imposer pour votre entreprise une vision partagée entre les fonctions RH, finance et opérationnelles. Ça favorise une gouvernance finalement plus fluide, avec des décisions plus rapides et une meilleure allocation des ressources. Lors d'un budget annuel, par exemple, les RH vont apporter des hypothèses sociales, la finance les traduit en impact économique. Répondre aux exigences réglementaires et RSE, pour des reportings sociaux plus qualitatifs, effectifs, rémunération, diversité, conditions de travail. Le pilotage devient alors un outil de transparence et de responsabilité sociale. Ça va vous permettre aussi de démontrer que la politique salariale est équitable et qu'elle est alignée avec vos engagements RSE. Enfin, gagner en agilité et en réactivité. Aujourd'hui, on est quand même dans un environnement incertain. Il est crucial de pouvoir ajuster rapidement les effectifs et les coûts. Donc, le pilotage va permettre de réagir sans subir en s'appuyant sur des données fiables et actualisées. En cas de crise, ça vous permet d'identifier rapidement les leviers d'ajustement sans compromettre la continuité de l'activité. Les étapes clés pour un pilotage efficace de la masse salariale, on va commencer par une analyse rétrospective, évaluer les dépenses passées, anticiper les tendances, les écarts et les leviers d'optimisation. C'est un peu la base finalement de votre pilotage. Pour vous permettre ensuite de préparer un budget en réalisant des simulations, des projections, ça vous permet d'anticiper les besoins futurs en ressources humaines et en budget. Donc la gestion de la masse salariale, elle est vraiment multidimensionnelle. Elle implique les besoins futurs en ressources humaines et en budget. Pardon. Elle implique à la fois les maîtrises économiques des coûts, l'agilité dans l'ajustement des effectifs aux besoins opérationnels et l'optimisation des leviers de production avec le respect des engagements RSE. Après la planification de l'activité par les équipes opérationnelles vient celle des effectifs et l'enjeu est vraiment de dimensionner avec précision les ressources nécessaires, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. La collaboration RH et finance, donc, qui doivent travailler main dans la main, comme on le disait, pour construire des scénarios fiables, estimer des besoins en personnel selon les effectifs actuels, le turnover, les évolutions de compétences, les recrutements prévus, les ajustements organisationnels ou encore le recours à la sous-traitance. Alpha reviendra sur ce sujet et intégrer éventuellement des besoins en formation et leur financement. Et enfin, l'exécution budgétaire, donc le suivi en temps réel via des tableaux de bord, va vous permettre de piloter efficacement les dépenses. Donc là encore, la collaboration RH-Finance est essentielle pour intégrer les indicateurs précis. Donc ça peut être les NAO, les primes variables, les objectifs de performance et d'engagement des équipes. Merci Delphine. On souhaitait vraiment partir du point de la masse salariale, la définir pour qu'elle puisse être claire, en tout cas sur tous les éléments qui la composent, de façon à pouvoir agir dessus d'une manière fine et précise. Le parti que nous avons pris, c'est aussi de pouvoir avoir une vision un peu différente de la masse salariale et être les plus concrets possibles. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que à partir du moment où on recrute une personne, on a tendance à croire et à penser que ce recrutement va être fixe et que c'est une action qu'on va devoir, qu'on va subir sur un temps long, alors que notre regard est de pouvoir se dire de quelle façon est-ce que nous allons pouvoir adapter la masse salariale à l'activité de l'entreprise. C'est important de pouvoir fonctionner de cette façon, tout simplement pour pouvoir agir de manière proactive. Et pour cela, en fait, on souhaitait vous montrer ce qu'est la marge nette sur coût variable et de quelle façon cette marge nette sur coût variable peut être influencée par les charges de personnel. Alors, qu'est-ce que c'est que la marge nette sur coût variable? C'est tout simplement la valeur générée après la déduction de l'ensemble des charges directement liées à l'activité. C'est le chiffre d'affaires auquel nous allons soustraire toutes les charges dites variables, c'est par exemple les matières premières, la sous-traitance technique ou de volume à laquelle nous allons faire appel pour pouvoir supporter l'activité, c'est aussi l'intérim, mais c'est aussi
la main-d'œuvre, donc les charges de personnel, que ce soit en termes de transport, enfin, en termes de production, pardon, de prestations, mais aussi de transport, voire certaines commissions commerciales et marketing que nous allons pouvoir intégrer dans cette marge nette sur coût variable pour tout simplement pouvoir l'adapter au niveau de l'activité. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça d'avoir cette vision-là et de pouvoir aussitôt dans l'activité de l'entreprise y intégrer les charges de personnel? C'est tout simplement parce qu'à partir du moment où nous allons retraiter à notre volume d'activité ces charges dites variables, nous allons pouvoir financer le reste des charges dites charges fixes, donc celles qui ne bougeront pas malgré le fait que nous ne générions pas 1 euro de chiffre d'affaires. Il s'agit par exemple des loyers, il s'agit d'autres charges de structure comme les assurances, les frais téléphoniques, des quotes-parts de coûts d'investissement, mais aussi les fonctions support. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire de quelle façon est-ce que je vais pouvoir lire mon activité en fonction des éléments variables, les adapter en conséquence, de façon à pouvoir prendre en charge le reste de mes charges de structure, pour ne pas dire autrement le seuil de rentabilité ou le point mort, qui sont des indicateurs fondamentaux et des vrais leviers économiques dans la performance de l'entreprise. Alors, pour pouvoir réussir à intégrer ces charges de personnel dites variables à cette marge nette sous coût variable, comment fait-on et et pourquoi les intégrer surtout? Parce qu'effectivement, ces charges de personnel qui sont pour nous cruciales et identifiées, elles fluctuent tout simplement et naturellement en fonction du volume d'activité. Et c'est là où pour nous, il est important de se dire que la performance que nous sommes capables de pouvoir réaliser auprès de nos entreprises, elle est déjà de pouvoir de manière fine et précise adapter cette force de travail à notre volume d'activité et utiliser tous les outils, on le verra après, à notre disposition pour pouvoir déjà dans un premier temps se mettre en configuration de performance. C'est aussi une manière d'avoir pour nous une lecture économique beaucoup plus fine et beaucoup plus précise qu'une simple lecture comptable qui pour nous vient mesurer après coup la réussite ou en tout cas la performance RH au niveau opérationnel. Et ça masque, comme on le dit, la véritable performance, c'est-à-dire celle qui nous permet de pouvoir gérer notre activité en fonction du marché, tout simplement. Alors, quelles sont les charges de personnel directes à intégrer, selon nous, dans la marge nette sur coût variable? Pour nous, 4 catégories. Les 2 premières que vous voyez à l'écran. Donc déjà, tout ce qui concerne évidemment les charges de production, les charges d'atelier ou les prestations qui sont directement imputables à un produit ou à une prestation de service et qui sont directement liées à la fabrication ou à la capacité à pouvoir générer une prestation et qui elles-mêmes vont varier en fonction du volume. Donc, on va y retrouver évidemment, c'est les éléments que Delphine vous a présentés, les salaires, les charges sociales de production et de prestation de services. Pour nous, il est important de ne pas prendre en compte dans un premier temps les salaires et charges qui concernent l'encadrement. Pour nous, ce ne sont pas des charges directement liées aux produits et aux prestations. Vous pouvez le faire si vous vous dites que leur part... la part significative pour vous est directement imputable, mais pour nous, c'est des éléments qui font partie des charges fixes. Il va y avoir, comme le disait tout à l'heure aussi Delphine, les heures supplémentaires liées à des pics d'activité, de production, et tout le surcoût que cela va générer. Il va y avoir aussi les intérimaires qui peuvent être, eux, utilisés comme recours à des besoins de production complémentaires, et tout autre prestataire ou freelance affecté à la production, ainsi que des sous-traitants techniques pour lesquels vous avez recours en cas de nécessité de compétences techniques, ponctuelles ou d'autres capacités qui vous manquent de votre entreprise. Pour nous, dans un deuxième temps, il va aussi y avoir tout ce qui va concerner, notamment lorsque nous sommes dans l'industrie,
la logistique et la supply chain, avec toutes les personnes qui vont être impliquées dans le transport et la gestion des flux physiques de marchandises, de produits et leur accompagnement. Donc là encore, nous allons avoir les salaires, les charges, des préparateurs, magasiniers, les frais d'intérim en matière de logistique, les frais de personnel affectés au conditionnement, les frais de personnel liés à la manutention qui pourraient être aussi externalisés. Donc toutes ces charges liées à ces personnes sont directement imputables dans la marge nette sur coût variable. Vous le verrez avec l'exemple aussi illustré que Michel vous présentera plus tard, de quelle manière est-ce que ces charges sont retraitées, réimputées au niveau de la marge sur coût variable. Nous pouvons aussi y intégrer comme autre brique la partie vente ou exécution commerciale. Donc, pour toutes les personnes dont la rémunération est liée à l'activité vente, donc il peut y avoir les commissions des commerciaux qu'elles soient variables ou forfaitaires, mais qui sont directement imputables au coût d'activité. Les équipes commerciales temporaires, lorsque vous y avez recours dans le cadre d'événements, de salons ou de différents pics saisonniers, ou les freelances. De l'autre côté, donc ça c'est la continuité de la partie vente, il est important pour nous de pouvoir aussi imputer les coûts marketing opérationnels liés à la performance. J'illustre le propos. Si vous avez un site internet et qu'au travers de ce site internet, vous avez des campagnes marketing en SEO, des campagnes aussi sur les réseaux sociaux, et que on voit dans certaines activités, notamment de logiciels, il y a une proportion significative entre les coûts marketing proposés et le chiffre d'affaires généré. Donc, il est important de pouvoir aussi imputer ces rémunérations variables de personnel marketing, mais aussi celles des prestataires que vous pourriez payer sous forme d'intérim ou de contrat de prestation de service, à donc réintégrer dans cette marge au coût variable. En ce qui concerne les prestataires, évidemment, le coût des prestataires intègre, si on le décomposait différemment, une forme de brut plus cotisation patronale. C'est le coût de la prestation qui est valorisé à un taux journalier. Alors, comment classifier aussi ces charges dites fixes qui, elles, ne vont pas rentrer dans ce volume d'activité? Alors, ces charges fixes, et comme je vous disais, nous, c'est un parti pris que nous avons adopté, c'est de dire que le personnel d'encadrement donc, ne sont pas à imputer dans la marge nette sous coût variable. Donc, soit les managers de production, certains superviseurs qui ne sont pas affectés opérationnellement et directement à la production. Toutes ces personnes d'encadrement aussi, que ce soit logistique et commercial. Là encore un exemple, il suffit de regarder les temps. Souvent, le personnel d'encadrement n'est pas impliqué à 100% dans le processus de production ou dans la prestation. Et contrairement à des personnes plus productives, une large quote-part de leur temps est dédiée à de la supervision, à de la formation, à de l'accompagnement, de l'encadrement, qui lui n'est pas forcément refacturable, soit dans la prestation de service, soit intégrable dans le coût de revient d'un produit. Donc pour nous, c'est quelque chose à mettre de côté. Il va y avoir aussi, donc ça, pour nous, ça fait partie des charges fixes, donc ça va venir rentrer dans le seuil de rentabilité, donc le point mort de votre entreprise, c'est ce qu'on appelle les fonctions support, que vous pouvez vous aussi appeler les fonctions transverses. C'est toutes ces fonctions qui sont là pour accompagner le business. Donc ça va être les salaires des fonctions support, comme les ressources humaines, les fonctions finance et comptables, le contrôle de gestion, mais aussi les fonctions de direction et là, d'administration des ventes. Donc c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans une grande famille dite de business support, donc l'accompagnement au business. Et d'autres fonctions transverses, donc là, ça va être les frais de personnel de R&D, de stratégie ou toutes les autres fonctions beaucoup plus transverses, donc pour lesquelles
effectivement, comme je le disais, nous n'avons pas de débouchés en termes de chiffre d'affaires palpables dans l'immédiat. Les fonctions de formation et de recrutement sont elles aussi concernées. Alors, de manière assez simple, comment est-ce qu'on distingue des charges fixes et des charges variables? Tout simplement, les charges fixes sur coût variable, c'est des charges qui évoluent proportionnellement en fonction du volume d'activité produit ou vendu, et si elles sont directement imputables à une ligne de revenus ou à un client ou à un produit spécifique. Ce que je tiens à rappeler, qui est hyper important, c'est pourquoi est-ce qu'on adopte ce prisme-là? C'est parce qu'on se dit, peu importe la dynamique dans laquelle se situe votre société, c'est réellement pour nous des charges qui doivent faire l'objet d'un suivi fin et méthodique, et leur composition et leur constitution doivent être adaptées à votre volume d'activité, mais aussi à la certitude que vous pouvez en avoir. De manière très simple, plus vous allez être certain et conscient du volume d'activité que vous allez pouvoir générer, notamment grâce à des indicateurs marché, à l'environnement, à peut-être aussi des éléments macroéconomiques, voire à des comportements de concurrents, et plus vous allez pouvoir figer en dur la composition de votre masse salariale. À l'inverse, plus votre chiffre d'affaires va être fluctuant, que ce soit en termes de saisonnalité, en termes de débouchés marché, en termes de débouchés produits, et plus vous avez intérêt à avoir une flexibilité dans cette masse salariale pour pouvoir agir dessus. D'où le sujet de contexte incertain et de cette capacité à pouvoir agir. Et on viendra après sur la manière dont on peut être proactif sur cette façon de gérer cette masse salariale. En tout cas, pour nous, si vous voulez piloter la performance de votre activité, un des points clés et saillants, il est de pouvoir identifier ces charges variables, les réimputer dans la masse, dans ce que vous allez appeler une marge nette sur coût variable. Et quand on est dans des prestations de services, on va se calculer une marge opérationnelle afin de pouvoir être dans une logique de performance. Alors, l'application pratique, et on le verra après avec le tableau de bord de pilotage, elle est en 3 phases. Construction du point mort, donc bien dissocier la marge nette sur coût variable qui permet de pouvoir déterminer le niveau d'activité nécessaire et couvrir, comme je le disais, l'ensemble des charges fixes. Évidemment, à partir du moment où on aura travaillé sur ce niveau d'activité nécessaire, il sera évidemment important d'aller travailler sur les charges fixes. D'ailleurs, on a plutôt tendance à le faire naturellement, à se dire, bon, on va déjà aller couper toutes les charges fixes sur lesquelles on peut agir. Il ne faut pas oublier qu'on a une proportionnalité de charges à regarder en fonction. Dans un deuxième temps, il y a le fait de pouvoir simuler des scénarios. Donc, important, qu'on soit dans une phase de croissance, qu'on soit dans une phase de contraction de l'activité, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment d'essayer d'anticiper le mieux possible l'impact sur la rentabilité globale et d'adapter une stratégie en conséquence. Quand je disais avoir une masse salariale plus dure en fonction du niveau de certitude et plus souple en fonction du niveau d'incertitude, il faut vraiment jouer sur tous les facteurs possibles, type de contrat, mixte, fixe versus variable, recours à du recrutement, voire à des prestataires externes. C'est vraiment l'ensemble de ces facteurs qui vont nous permettre de pouvoir consolider les scénarios. Et ensuite, une fois que ces scénarios, donc l'exercice budgétaire dont parlait Delphine est réalisé, c'est de pouvoir ajuster la masse salariale en conséquence, donc en optimisant l'utilisation des ressources humaines. À un moment, il faut l'assumer, et en cherchant à préserver ou à développer la rentabilité de son entreprise et à prendre en compte évidemment les fluctuations, tant qu'on le peut.
Alors, c'est facile de dire, on identifie les charges sur les charges variables, on les retraite, on fait de l'exercice budgétaire. Et là, effectivement, j'entends le propos disant, oui, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut fonctionner? Ce qu'on souhaitait vous partager, euh, et ça fait partie de l'exercice budgétaire, ça fait partie de la proactivité que nous sommes capables de mettre en œuvre. On souhaitait vous partager des outils qui permettent de pouvoir anticiper, mettre en œuvre et calculer l'impact et en tout cas anticiper et avoir de l'impact sur cette fameuse masse salariale. Donc évidemment, hein, vous pouvez travailler sur les deux niveaux, sur la partie de charge variable, mais vous pouvez aussi travailler sur la partie de charge fixe. Et on a plutôt tendance à oublier tout ce qui peut agir en conséquence. Évidemment, en général, on se dit, quand je développe, je recrute. Et le gros sujet, c'est quand je suis dans une phase de stagnation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je perds? Alors, il y a des choses très simples, comme la mobilité interne, en fonction de votre entreprise, voire si vous êtes dans un groupe d'entreprises, l'idée est de pouvoir aller identifier les compétences et de se poser la question de quelle manière est-ce que je vais pouvoir les réaffecter, les redistribuer dans des endroits ou des secteurs plus performants où il pourrait y avoir des besoins. Ça, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans les entreprises, mais qui est très efficace et assez intéressant en termes de fidélisation des talents. Il va y avoir aussi la possibilité de travailler sur des sujets de reconversion, donc de changement de métier, de montée en compétences. Ça peut être en interne, ça peut évidemment aussi être une reconversion externe, mais en tout cas, c'est un outil intéressant et assez soft dans le cadre de vraiment remodeler et retravailler sa masse salariale. Il va y avoir aussi la possibilité de travailler sur les départs en retraite anticipés euh, pour aller vers une sortie du salarié. Et là encore, souvent quand on discute avec des PME, des ETI, on a cette sensation que il faut attendre le dernier jour avant de travailler ou de poser le sujet du départ à la retraite sur la table. C'est très probablement des sujets qui peuvent être travaillés en amont et qui peuvent être proposés de manière très intelligente à ses salariés, notamment en termes de récompense et de reconnaissance après de longues années passées au sein d'entreprises. Nous allons alors évidemment avoir le sujet du recrutement. Et donc là, on parle d'onboarding. C'est un vrai processus, le recrutement. C'est un processus qui est hyper exigeant. Et souvent, on entend, enfin moi j'ai la question qui m'est posée, à savoir, je ne sais pas combien de personnes je dois recruter, je ne sais pas qui je dois recruter. Il y a un sujet de quantité, donc quelle personne est-ce que je dois recruter, et il y a un sujet aussi de qualité, quelles compétences est-ce que je dois recruter. Nous, ce qu'on propose, enfin en tout cas, nous, notre parti pris chez NGEDIT, c'est de pouvoir travailler sur des sujets de cartographie de compétences, de pouvoir travailler aussi sur des processus de recrutement assez pointus pour se faciliter l'onboarding. À l'inverse, nous allons avoir des sujets d'offboarding, donc organiser une sortie du salarié, qu'elle soit volontaire ou non. On peut y intégrer, comme on disait, les départs à la retraite, les démissions. Mais en tout cas, c'est des processus à mettre en œuvre. Avoir recours à des prestataires externes, donc en fonction du niveau de certitude de l'activité ou de la fluctuation de votre entreprise. La fluctuation peut ne pas être uniquement sur de la saisonnalité. Moi, je tiens aussi à avoir un gros point d'attention pour toutes ces entreprises et toutes ces industries pour lesquelles les coûts des matières premières fluctuent énormément et à une vitesse folle. Ça aussi, c'est des sujets qui impactent la masse salariale. En fait, vous avez 1 euro de chiffre d'affaires que vous devez partager entre plusieurs ressources à votre entreprise. Et quand on subit des hausses de coûts, c'est probablement des fois des primes qui ne peuvent pas être versées ou autres. Donc c'est pour ça que cette variabilité est hyper importante. Et puis après, on va avoir des sujets plus délicats et moins faciles à aborder, qui peuvent être les sujets des licenciements économiques, voire les sujets des ruptures conventionnelles, avec toutes les précautions d'usage
euh, à l'utiliser. Ce qui était important pour nous à partager dans ce slide présent, c'est deux choses. C'est vous disposez de nombreux outils pour travailler cette fameuse masse salariale avec toutes les implications présentées précédemment et l'illustration que vous verrez plus tard, enfin dans quelques secondes. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment aussi cette colonne-là des délais de mise en œuvre. Il faut bien avoir en considération que entre le moment où vous allez commencer à réfléchir à votre plan d'action et le moment où vous allez, à l'inverse, désolé, mon team se s'ouvre, prendre la décision, il y a un différé non négligeable qui va pouvoir se matérialiser concrètement en termes de compte des résultats et aussi de cash dans vos entreprises. Donc on voit, hein, c'est minimum plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc nous, la sensibilisation que nous souhaitions vous faire, c'est vraiment de dire, il faut réaliser cet exercice budgétaire, il faut avoir de l'information fiable, et il faut pouvoir être dans un processus de décision qui va vous permettre de bénéficier tout simplement de qui va porter ses fruits plusieurs mois seulement après la prise de décision. Voilà. Donc plutôt que de subir, l'objectif il est vraiment d'agir et d'être le plus proactif possible. Et donc voilà, et puis de pouvoir agir sur d'autres sujets comme et d'autres leviers, hein. Il y a des bonnes pratiques aussi qu'on souhaitait vous partager. C'est vraiment travailler sur les sujets de GVT, hein. C'est clairement comment est-ce que je fais évoluer ma masse salariale en termes de pourcentage. Les NAO aussi ont des effets. De combien de pourcents est-ce que je l'augmente par an. Les effectifs, être très précis sur le nombre d'entrants, nombre de sortants et les modalités d'onboarding, voire de sortie de ces forces RH. Le fait aussi de se poser des indicateurs clés et des ratios à suivre. On prend l'exemple là de la masse salariale sur chiffre d'affaires. Effectivement, quand on est dans des activités de prestation de services, effectivement, il faut qu'on puisse cadrer le taux d'utilisation. Donc, on se dit 50%, si la masse salariale est supérieure à 50% du chiffre d'affaires, on n'est pas forcément dans des bonnes zones de performance. Donc c'est là où il faut pouvoir aller aussi regarder auprès de concurrents les indicateurs qui vont pouvoir vous aider à vous dire ok, je suis dans la performance ou non, je ne le suis pas. Et ce fameux retraitement de charges variables vous permet aussi de pouvoir être très comparable avec notamment vos concurrents, parce que peut-être que vous allez être dans une logique de recrutement et d'intégration totale de vos salariés, peut-être que vos concurrents, eux, vont avoir un mix recrutement versus intérim. Et donc, de pouvoir travailler avec ces retraitements plus en amont nous permet de pouvoir aussi être comparable et en tirer les meilleures conclusions. Et enfin, et donc ça va faire partie de la petite démonstration que nous allons vous montrer, c'est de pouvoir aussi avoir et disposer d'un tableau de bord et d'un tableau de bord avec des focus RH que vous pourrez suivre mensuellement ou de façon trimestrielle. Voilà. Sans plus attendre. Alors, pour toute bonne recette de cuisine, il nous faut de bons ingrédients. Quels sont-ils? D'abord, les données comptables. Alors, les données comptables, on va pouvoir récupérer les écritures à partir des bases de données, par exemple Sage, BP, Penny Lane. Ça peut être aussi les FEC. Et en plus, on va pouvoir avoir des compléments extra-comptables. Alors, quels sont-ils? Par exemple, vous payez l'assurance une fois par an, mais vous ne voulez pas que ça impacte juste le mois de mars où vous payez l'assurance. Donc, dans ces éléments complémentaires, on va pouvoir lisser l'effet de paiement annuel de ce type. On va pouvoir aussi récupérer les données de vente. Alors, les données de vente, les revenus, bien entendu, on va les avoir en comptabilité, mais pour pouvoir présenter, et on va le voir dans le tableau de bord tout à l'heure,
pour pouvoir présenter peut-être plus finement le revenu, par exemple par gamme, on va aller pouvoir chercher le chiffre d'affaires au niveau de la gestion commerciale, où là, on aura effectivement des informations très précises. Ça peut être donc par gamme de produits, ça peut être par typologie de clients, selon ce que vous cherchez à analyser. On a parlé de la masse salariale et bien entendu, à la fin, il va nous falloir les données de paye. Les données de paye, pour pouvoir avoir effectivement l'information dont on a besoin, il va nous falloir une extraction nominative, donc les DSN, le logiciel de paye, et surtout, à partir de cette extraction nominative, on va qualifier chaque employé. En le qualifiant, on va pouvoir attribuer sa part salariale à, on va dire, à la main-d'œuvre. Donc, Alpha vous précisait la marge sur coût variable. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire le distinguo entre un employé qui va impacter la marge sur coût variable et, par exemple, les fonctions support. Dans notre exemple, on va même aller plus loin. On va faire un distinguo entre ce qui impacte la marge sur coût de revient et ce qui va être attribué globalement à la marge sur coût variable. Alors, on va pouvoir vous présenter l'outil. Alors, l'outil, toutes les données pour les mettre en œuvre, enfin pour les afficher, on utilise Power BI. Ici, c'est une société fictive, Robitech Group, qui fabrique des robots de différentes gammes, on va voir. Donc d'abord une vue globale. La vue globale nous permet d'avoir notre chiffre d'affaires et la stack, les stack bars qui nous donnent les différentes typologies de masse salariale. On a l'assemblage, la logistique et l'atelier. Au mois le mois, on peut changer d'année, on peut éventuellement changer de pays. On a la marge sur coût de revient avec la contribution de chaque typologie d'employés au total. Et on a aussi un camembert qui nous permet d'avoir globalement les frais de personnel. Et quand on choisit un mois, on a cette dynamique, hein, on a les variations d'un mois sur l'autre, on peut voir les parts qui évoluent, voilà, d'un mois sur l'autre. Alors ça, c'est une vision globale. Mais on va pouvoir avoir une vision extrêmement précise et détaillée. Et là, je vous présente un onglet qu'on a appelé atterrissage, parce que là, on rentre vraiment dans la comptabilité et dans les chiffres de manière très précise. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? D'abord, on a une partie réelle, donc la comptabilité, et une partie budgétaire, le budget qui est prévu. Et ça, pour chaque rubrique. On a du chiffre d'affaires, et comme je vous disais, le chiffre d'affaires, on n'est pas allé le chercher en comptabilité, mais on est allé le chercher sur la gestion commerciale pour pouvoir afficher la proportion vente en ligne, vente physique, et aussi pour chaque catégorie de produits. Donc, on a des robots de maison, des robots de surveillance, et on a des robots extérieurs. Chaque gamme apportant sa contribution au chiffre d'affaires global. Donc, pour avoir la marge sur coût de revient, il va falloir déduire effectivement les achats consommés, mais les coûts de mouvement qu'on a pu acheter à l'extérieur, et on va pouvoir déduire la masse salariale de type l'assemblage des robots et l'assemblage des mouvements. Et à ce niveau-là, comment on le sait? Grâce à l'attribution par catégorie de chaque employé. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une marge sur coût de revient. Bien entendu, ça n'est qu'une partie. Après, la marge sur coût variable, il va falloir déduire le reste des masses salariales qui impactent et qui sont variables. En particulier, Alpha vous parlait de la logistique. On la retrouve ici pour moins 40 000 €. On a aussi une part de main-d'œuvre d'atelier, mais qui n'a pas pu être affectée directement à la production. Peut-être de l'encadrement spécifique pour l'atelier. En tout cas, à la fin, on a la marge nette sur coût variable. Et le reste de la masse salariale, les fonctions support, transverse, direction, elles vont, bien entendu, être ici.
pour impacter, bien entendu, l'EBITDA, enfin l'excédent brut d'exploitation qui se trouve ici. Donc voilà comment on va pouvoir précisément affecter la masse salariale et que ça ne soit plus un total global comme il sort de votre comptabilité, mais donc pour avoir une vision précise financière afin de vous permettre de piloter votre masse salariale. Et cet aspect atterrissage nous permet d'avoir le reforecast, d'additionner au fur et à mesure que les mois avancent dans l'année, le réaliser avec notre budget. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. Nous sommes à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. En particulier, il y en avait déjà une. Alpha ou Delphine, si vous voulez répondre à la Oui, question. ouais, j'espère que vous m'entendez. Alors, je n'ai pas vu la question, donc on va la traiter en direct. C'était Euh, l'intéressement. Ouais, l'intéressement. En fait, en soi, l'intéressement est censé être exonéré de cotisations sociales, CSG, CRDS, mais vous pouvez très bien l'inclure dans une masse salariale élargie qui reprendrait tout ce qui est intéressement, participation pour vos calculs, bien sûr. je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, nous sommes évidemment disponibles. Alors, je patiente parce qu'on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'il y a peut-être une autre question. Ça va être rédigé. Non, pas de question? Patiente encore quelques petites secondes au cas où. Alors, je prends la question. Alors, ok. Comment arrivez-vous aux lignes présentées par Michel? Le retraitement est fait par vous. Euh, ouais, vas-y prends la Michel, je te laisse question. répondre. Alors, le retraitement, il est fait par nous, mais c'est le client qui va finalement, qui sait si Georges Trochu, il est comptable ou il est au niveau de la chaîne de construction des robots. Donc là, effectivement, c'est la connaissance qu'a le client de son entreprise. Par contre, dès qu'il nous donne ça, le reste, c'est notre travail de mise en forme et d'exploitation de la donnée. Il y a une autre question qui était de revenir sur le terme GVT, donc le glissement vieillesse technicité. En fait, c'est le niveau d'évolution naturelle de votre masse salariale qui est lié à la prise d'ancienneté de vos salariés, de vos employés, et aussi au développement de leurs compétences. Donc, tout ce mixte-là fait que, au fur et à mesure du temps, une personne qui a plus d'ancienneté, bah, et notamment les primes d'ancienneté, bah, vous allez nécessairement la payer un peu plus, et vous allez aussi la récompenser, la rémunérer un peu plus du fait de la technicité supplémentaire qu'elle va acquérir. Donc ça donne un effet positif. À l'inverse, le départ de ces personnes va engendrer l'entrée de nouvelles personnes qui, elles, vont avoir moins d'ancienneté et moins de technicité, donc que vous allez payer moins cher. Donc ça va venir un peu neutraliser cette hausse naturelle de la masse salariale. Donc l'équilibre des deux est appelé l'effet GVT, glissement, vieillesse, technicité. Et c'est quelque chose de très différent des NAO, donc des négociations annuelles et obligatoires, au travers desquelles vous allez décider d'un pourcentage d'augmentation de certaines catégories de salariés ou segmentées en fonction de la catégorie de salariés.
J'espère que ça a été clair et précis. Au nom de Michel et Delphine, et évidemment toutes les personnes qui ont permis de pouvoir organiser ce webinaire, je tenais à vous remercier. En plus, à vous remercier de la participation active, compte tenu du fait que nous avons, en plus de ça, eu des questions. C'est super parce que du coup, ça permet d'avoir quelque chose de vivant et de nous rassurer sur le fait que le webinaire est suivi. Donc, c'est chouette. Voilà, on espère vraiment que les échanges vous ont permis d'avoir et pouvoir mieux appréhender l'enjeu stratégique de la masse salariale. Pourquoi? Parce que c'est des sujets humains, c'est des sujets que nous n'avons pas forcément envie de regarder tout de suite et dans un premier temps. Alors, quand on est en croissance, effectivement, il y a une forme d'euphorie qui nous permet de dire OK, je vais recruter. Mais c'est là où nous disons soyons vigilants. Il y a des process pour, hein, des cartographies, des process de recrutement, des tests pour être sûr de pouvoir avoir la bonne compétence au bon moment. À l'inverse, quand il va y avoir des phases plus difficiles, vous disposez de nombreux outils, malgré ce qu'on peut penser, pour pouvoir adapter cette masse salariale. Et des outils réglementaires, au-delà de ces outils réglementaires, il y a le fait de pouvoir s'outiller, s'équiper avec des tableaux de bord pour tout simplement piloter efficacement. Et nous, l'autre enseignement qu'on voulait vraiment vous partager, c'était vraiment de dire, voilà, la masse salariale, c'est pas simplement une ligne de coût comptable, c'est vraiment quelque chose de vivant, c'est une matière vivante qu'il faut savoir travailler, qu'il faut savoir modeler, qu'il faut vraiment anticiper. Et c'est un levier d'ajustement économique. Pour nous, c'est le premier levier d'ajustement économique. Donc, c'est un levier stratégique. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à le travailler. En tout cas, nous, on est vraiment content et satisfait d'avoir pu évoquer cette problématique. Nous sommes évidemment disponibles pour vous accompagner dans le suivi, le pilotage, la mise en place de certaines décisions. Et nous sommes disponibles, si vous le souhaitez, avoir une démonstration dédiée de KPI Web sur vraiment tous les spectres de la gestion de votre entreprise. Voilà, en tout cas, à très bientôt, bonne journée à tous et n'hésitez surtout pas à nous contacter.